Et donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de la création et de l'animation d'un comité RSE. Donc, je vous apporterai une méthode, mais surtout, je vous parlerai de l'exemple chez Pulse Group et Nathalie pourra compléter et commenter tout cela tout à l'heure. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la mise en place, de la création et de la mise en place d'un comité RSE dans une entreprise que j'accompagne depuis 2023. Alors, le programme de ce webinaire, tout d'abord, je vais me présenter, bien sûr, puis je ferai un rappel du contexte RSE. Ensuite, on aura 4 grandes parties. Tout d'abord, avant de se lancer dans la création d'un comité, les bonnes questions à se poser. Puis, on verra comment créer un comité en 5 étapes. Ensuite, on parlera de l'animation de ce comité. Et puis, on verra aussi une étape importante, c'est comment faire vivre ce comité dans la durée et quels sont les points de vigilance et les bonnes pratiques à mettre en place. Et enfin, on aura le témoignage de Nathalie et une phase de questions-réponses. Alors, c'est parti. Eh bien, tout d'abord, je me présente. Donc, moi, je suis Julia Desrues. Je suis dirigeante de Domani, consultante en RSE, en développement durable. Je suis également une alumni ESSEC et j'accompagne les organisations dans leur transformation, dans leurs enjeux de transition écologique et sociale, au travers de 3 grands axes. Tout d'abord, la connaissance, au travers de conférences, de formations sur les enjeux climatiques, sur les modes de vie bas carbone et sur les enjeux de diversité et de discrimination. Et puis également, il y a une partie de conseil stratégique et d'accompagnement opérationnel où j'accompagne du coup les organisations dans la mise en place de leur démarche RSE. Et enfin, je suis consultante en bilan carbone et en stratégie de décarbonation. Alors, je n'ai pas fait ça toute ma vie. J'ai d'abord 20 ans d'expérience dans le secteur privé pour des grands groupes, dont 12 ans en communication et marketing. Mon dernier poste, j'étais responsable du service développement, communication, marketing de Fidal, un grand cabinet d'avocats d'affaires. J'étais également membre du CODIR et j'étais référente RSE. Et puis, j'ai découvert la fresque du climat. Ça a été pour moi un électrochoc et j'ai décidé de mettre toute mon énergie et mes connaissances, mon expertise au service de la transition. Alors le contexte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Ça fait environ une dizaine d'années que la RSE est vraiment arrivé dans les entreprises. Alors, c'est pas un concept nouveau, hein, la RSE, le développement durable, ce sont des choses qui ont plusieurs décennies, mais depuis une dizaine d'années, ça prend plus d'ampleur dans les entreprises. Alors, vous entendez parler RSE, vous entendez parler développement durable, transition écologique et sociale, vous entendez parler de durabilité, on tourne autour des mêmes notions. C'est-à-dire que on a mis en place aujourd'hui une démarche qui fait que l'entreprise, l'organisation va prendre ses responsabilités par rapport à son impact sur la société, par rapport à son impact sur les humains et sur l'environnement. Donc, on a tout un tas de termes, mais qui finalement se rapprochent de la même philosophie. Protéger le vivant, tenir compte des générations futures et essayer de naviguer en responsabilité. Aujourd'hui, s'engager dans une démarche RSE, c'est un cercle vertueux pour l'entreprise parce que ça va pouvoir donner du sens aux collaborateurs et pas qu'aux collaborateurs, aussi aux dirigeants. Ça permet de développer une image de marque responsable, de répondre aux attentes des clients, des investisseurs, de fidéliser les collaborateurs, d'anticiper la réglementation, de se distinguer de ses concurrents, également de répondre aux appels d'offres et finalement de garantir la pérennité de l'activité. La RSE, c'est tout sauf une mode, c'est tout sauf des paillettes. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et d'ailleurs on voit sur le petit graphique les 7 piliers de la RSE qui touchent tous les métiers, tous les domaines de l'entreprise. Et en fait, moi je le dis souvent, la RSE c'est avant tout de la gestion de risques, la gestion de risques et d'opportunités aussi, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à prendre dans la RSE, mais c'est avant tout de la gestion de risques. Donc c'est quelque chose de solide et quelque chose aujourd'hui d'incontournable dans le pilotage et dans la stratégie d'une entreprise.
Alors pour autant, il y a un contexte actuellement, on parle beaucoup de backlash et j'en parle aussi aujourd'hui parce que dans les questions que vous m'avez, présentées puisqu'on vous a interrogé sur, vos attentes par rapport à ce webinaire, je sais que j'ai eu plusieurs questions par rapport au contexte et au backlash. Ce backlash, oui, il y a effectivement actuellement une tendance à une forme de recul de certaines réglementations, un durcissement du discours. On a l'impression effectivement que le sujet recule aussi dans les entreprises, dans le débat public. En fait, c'est quelque chose, qui est, assez documenté. Le backlash, il a été documenté dès les années 70 et il est d'autant plus fort que la transition, elle se met en place. En fait, cette transition, elle se met en place, elle devient vraiment effective et donc il y a une sorte de résistance au changement qui se met en place parce qu'il faut comprendre que cette transformation de la société au travers de la transition écologique et sociale, eh bien, elle dérange beaucoup de privilèges, elle dérange beaucoup de fonctionnements qui étaient établis. Et donc, il y a une violence, comme le dit, j'ai pris un article du Monde, une violence qui redouble à mesure que l'urgence d'agir s'accroît. Donc, ce backlash, même si effectivement on le ressent actuellement du fait d'un contexte géopolitique qui est tendu et de multiples crises qui existent, la RSE ne va pas disparaître. La RSE, elle est là pour longtemps. La transition, elle est en marche. On est dans une transformation de la société qui n'a pas le choix que de s'adapter à un environnement qui se modifie. Et donc, ce backlash, on en tient compte évidemment dans sa façon d'interagir, mais c'est un moment où au contraire, il faut tenir bon et il faut continuer d'avancer et la transition, elle avance. Pourquoi mettre en place un comité RSE? Alors, mettre en place un comité RSE, c'est de multiples avantages, et pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Tout d'abord, pour l'entreprise, il s'agit de démultiplier les capacités opérationnelles, euh, accélérer la démarche en ayant davantage de ressources humaines pour mettre en place cette démarche. C'est également la possibilité de fédérer les collaborateurs autour de la démarche RSE et de créer un collectif interne qui soit engagé. Pour les collaborateurs, il s'agit de mettre en pratique un intérêt, des convictions, de développer des compétences en RSE, d'être force de proposition, proposer des initiatives, sortir et s'extraire un peu de son quotidien, et puis partager ses expériences, se soutenir avec une communauté interne, suivre l'état d'avancement des différents projets en cours, et enfin renforcer l'engagement, la fierté d'appartenance, donner du sens à sa mission dans l'entreprise. Donc il y a de multiples intérêts à créer ce comité. Et donc maintenant, on va voir comment créer, animer ce comité et comment en faire de cette communauté interne un atout qui soit à la fois un atout pour l'entreprise et pour la démarche durable, mais aussi un facteur d'engagement. On va commencer d'abord. Et avant de se lancer, on se pose les bonnes questions. Quels sont finalement les objectifs de ce comité pour votre organisation? Est-ce qu'il s'agit de lancer la démarche ou est-ce que la démarche est déjà lancée et il s'agit de soutenir l'équipe RSE? Est-ce que l'objectif, c'est d'accélérer la démarche en désignant des chefs et des chefs de projet? Est-ce que vous souhaitez mettre en place un réseau de référents internes, par exemple des référents sur certains sites ou dans certains services? Est-ce que ça s'inscrit dans un dialogue avec les parties prenantes? Est-ce que vous voulez vraiment offrir l'opportunité aux salariés sensibles à la RSE de s'investir sur ce sujet dans une démarche davantage RH et bien-être au travail? Est-ce que c'est pour leur donner du sens? Ou est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux projets, de nouvelles idées? Ou enfin, est-ce qu'il s'agit de centraliser les sujets RSE qui commencent à naître un petit peu partout dans l'entreprise et on ressent le besoin à un moment de centraliser? Vous voyez, il y a beaucoup d'objectifs et en fait, il faut déjà se poser et se dire quels sont les objectifs de ce comité parce qu'en fonction de ces objectifs, eh bien sûr, la mise en place du comité sera différente. Deuxième question à se poser, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la démarche, elle est déjà engagée? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Est-ce que vous avez une personne ressource pour animer le comité? Est-ce que l'entreprise est prête, et ça c'est important, à déléguer et à co-construire la démarche avec ses salariés?
Alors on peut imaginer déjà, on peut 2 types de comités. Un comité RSE qu'on pourrait appeler fondateur, qui serait lancé par exemple en même temps que la démarche. Parce qu'on manque de moyens, parce qu'on n'a pas quelqu'un à temps plein, et ben on va faire appel aux bonnes volontés présentes dans l'entreprise. On peut aussi imaginer un comité un peu plus structuré, qu'on appelle comité accélérateur. On attend d'avoir une démarche qui existe avec une feuille de route et une équipe qui est sensibilisée. Et là, on va lancer le comité et on va pouvoir accélérer cette démarche. Vous verrez que chez Pulse Group, c'était l'option qui avait été choisie. Alors justement, eh bien aujourd'hui, on va regarder un cas pratique, celui de Pulse Group. C'est une entreprise familiale qui se trouve dans le vignoble nantais, une entreprise qui a 8 ans, qui est une petite entreprise de 20 salariés, euh, avec une offre innovante qui propose de la location financière de meubles froids dans la distribution alimentaire. C'est un secteur qui est en mutation et Pulse Group souhaite devenir acteur de référence de ce secteur. Son offre, elle s'inscrit dans l'économie circulaire et même dans l'économie d'usage et de la fonctionnalité. On est donc dans un concept durable et dans une présence de la RSE qui est importante dans l'entreprise et qui a choisi de se structurer autour de la stratégie RSE. Et aujourd'hui, on va voir un peu les aventures et l'histoire de ce comité RSE. Donc, une démarche RSE que j'ai lancée en février 2023, puisque j'accompagne l'entreprise depuis 2023. Un comité qui a été créé en mars 2024 et qui aujourd'hui est composé de 8 membres. Je vous parlerai également d'un autre retour d'expérience, celui de Covea. Covea, c'est un grand groupe d'assurance, c'est 25 000 salariés en France, les marques MAF, GMF et MMA. Et aujourd'hui, Covea on va dire, subit des risques assurantiels en raison du changement climatique et souhaite diffuser la connaissance en interne auprès de ses salariés pour accompagner la démarche de durabilité. Et j'accompagne en fait Covea dans la formation et le coaching d'un comité et d'une communauté d'ambassadeurs internes, de 30 ambassadeurs, qui sont là pour diffuser, non pas pour piloter des projets RSE, mais pour diffuser la fresque du climat. Donc je vous parlerai également de cette expérience qui est intéressante parce que là, du coup, on est dans un très grand groupe. Allez, on commence par la phase de création, créer un comité RSE en 5 étapes. Première étape, eh bien, il va falloir nommer un pilote. Ça, c'est très important parce que ça va être quelqu'un qui va énormément compter dans le comité. Il faut donc pouvoir trouver une personne, un animateur, une animatrice qui soit suffisamment inspirant et qui donne envie de rejoindre le comité. Alors, son profil idéal, eh bien, c'est un expert de la RSE. Il est fédérateur, il a la capacité d'embarquer les équipes. Il a du dynamisme, de l'énergie, un état d'esprit positif. Il maîtrise le management transversal. Il a des qualités d'animation, de facilitation. Il sait écouter et il est tenace pour suivre les projets. Les fonctions dans lesquelles on va pouvoir trouver cette personne, bien sûr, ça va être la RSE, ou les fonctions qualité, hygiène, sécurité, où on va trouver, notamment dans le secteur industriel, des personnes qui vont pouvoir porter ces sujets-là. Ça peut être les fonctions RH, communication, finance. 3 types de fonctions qui sont en général un vivier de profil RSE. Ça peut être porté par la direction si on est dans une petite entreprise. Ça peut être porté en interne ou ça peut être externalisé, comme Pulse a fait le choix de me confier l'animation de ce comité RSE. La nomination du pilote, donc première étape. Ensuite, il va falloir définir les modalités de ce comité. Quelle taille de groupe on souhaite? Est-ce qu'on veut plutôt un petit groupe, plutôt un groupe important? Moi, la taille que je conseillerais, c'est plutôt un groupe entre 6 et 10 personnes pour rester sur un groupe à taille humaine. Mais je connais des comités qui sont des comités à 30 personnes. Alors, c'est un peu plus compliqué en termes d'animation, mais bien sûr, ça va dépendre des objectifs de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'on veut une personne par direction, une personne par métier ou une personne par site? Donc, c'est ces critères-là qui vont déterminer aussi la taille du groupe. Au niveau des conditions de recrutement, est-ce qu'on va faire un appel à candidature, comme ça a été le cas chez Pulse, ou est-ce qu'on va faire de la cooptation interne, comme ça a été le cas chez Covea? Ou plutôt que de lancer un appel aux 25 000 salariés du groupe,
Eh bien, chaque direction a été identifiée en interne des profils qui pourraient jouer le rôle d'ambassadeur. Au niveau des membres, comment est-ce qu'on va les appeler? Est-ce qu'on va les appeler ambassadeurs, comme c'est le cas chez Pulse? Est-ce qu'on va les appeler référents, comme ce sera le cas chez un client que j'accompagne dans le secteur industriel? Quel sera leur rôle? Plutôt du soutien? Plutôt du pilotage? Est-ce qu'ils seront force de proposition ou est-ce qu'ils feront juste du suivi? Est-ce qu'ils seront vraiment référents de leur service, de leur direction? Et enfin, en termes de disponibilité, combien d'heures par semaine ou par mois pourront-ils consacrer au projet? Qu'est-ce qui est acceptable pour l'entreprise? Qu'est-ce qui est acceptable pour le management? Donc, il faut pouvoir se poser toutes ces questions et définir les modalités avant de lancer le comité. Maintenant qu'on est prêt et que tout a été défini, on va lancer l'appel à candidature. Il est très important cet appel et pour préparer le terrain et garantir un succès, eh bien, moi je conseillerais, si possible, d'avoir déjà une équipe sensibilisée qui ait une vision claire de la RSE parce que ça va être difficile de les motiver s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ne pas hésiter à profiter d'une présentation en plénière, en séminaire, en réunion d'équipe pour faire un point RSE, pour expliquer la RSE et pour annoncer la création de ce comité et faire cet appel à candidature. Après cet appel à candidature, il faut qu'il puisse être relayé de manière à pouvoir toucher tout le monde, donc par l'intranet, dans une newsletter, et puis un relais par mail pour que ça puisse vraiment être lu par tout le monde, que chacun puisse en prendre connaissance. Et dans cet appel à candidature, il faut bien préciser les modalités de candidature, la sélection qui sera faite, les prérequis, la disponibilité qui sera demandée. Pour vous donner un exemple, chez Pulse, on a reçu 10 candidatures sur une équipe de 15 salariés. Et ça a été possible parce que pendant d'abord 1 an, il y a eu toute une sensibilisation de fait autour de la RSE qui a donné envie à 10 collaborateurs de s'inscrire dans le comité et de s'engager dans le comité. Une fois qu'on a reçu les candidatures, on va choisir les ambassadeurs. C'est bien de leur demander un mail de motivation, une phrase ou deux, c'est pas très important, pas besoin que ce soit très long, mais pour bien comprendre en fait, pour bien sentir la motivation et voir quelles sont leurs attentes. Et vous verrez que les attentes, elles peuvent être très différentes. Par exemple, chez Pulse, il y a certaines personnes qui m'ont même écrit des lettres de motivation d'une page. C'est pas ce que je demandais, mais il y avait des personnes qui étaient vraiment très sensibles à la RSE, très engagées, qui voulaient vraiment prendre part à cette démarche, et d'autres personnes qui connaissaient pas grand-chose, mais qui trouvaient ça super intéressant et qui étaient là pour en apprendre davantage et pour monter en compétences. Donc, c'était des motivations très différentes. Donc après, on étudie les candidatures, on fait le choix des ambassadeurs selon certains critères. Donc, est-ce qu'on garde tout le monde? Tout va dépendre évidemment du nombre de candidatures. Est-ce qu'on va mettre des critères de représentativité en fonction du métier, du site, de la mixité? Par exemple, chez Covea, la communauté interne d'ambassadeurs, la mixité est parfaite. Il y a autant d'hommes que de femmes. Chez Pulse, par contre, étant donné que les effectifs de l'entreprise étaient déjà à 70% féminins, eh bien, on a un comité qui est plutôt en majorité féminin. Est-ce qu'on va mettre en place un tirage au sort? Est-ce qu'on va prendre plutôt la date de candidature comme critère de sélection? Tout ça, c'est à décider au moment de cette création de comité. Et puis, on peut aussi imaginer une liste d'attente pour des futurs ambassadeurs. On y reviendra tout à l'heure avec l'idée du mandat. Enfin, on fait valider par la direction, évidemment, si la direction souhaite pouvoir valider également ce choix. Enfin, on communique en interne. Une fois que le choix est fait, eh bien, on va faire l'annonce individuelle à chaque ambassadeur. On va faire l'annonce au manager. C'est important que le manager soit informé de la mission de son collaborateur. Et puis, on va faire une annonce à l'ensemble de l'entreprise. C'est important de soigner la communication parce qu'il s'agit aussi de faire adhérer à la démarche et puis de créer des connexions entre les collaborateurs et aussi de préparer le renouvellement des membres pour l'année prochaine. Allez, on passe sur la partie animer le comité. La première réunion, c'est un moment important parce qu'on est sur la création d'un comité et on est aussi sur la création d'une communauté interne. Il faut que la mayonnaise elle puisse prendre. Pour bien réussir cette réunion
de lancement, on commence par un tour de table qui permet à chacun de se présenter en fonction de la taille de l'entreprise, tout le monde ne se connaît pas, et aussi de présenter ses motivations, ses attentes, de faire connaissance. Il faut également pouvoir présenter les règles de fonctionnement et mieux encore les co-construire. C'est ce qu'on a fait chez Pulse. On a vraiment proposé que ce comité, ce soit leur comité, que les ambassadeurs, ambassadrices puissent co-construire les règles de fonctionnement ensemble. Donc cette première réunion, elle a été dédiée à la construction des règles de fonctionnement. Du coup, on peut proposer à ce moment-là une acceptation d'une charte, charte de fonctionnement, dans laquelle on peut par exemple intégrer une assiduité qui est demandée lors des réunions, de l'écoute, de la bienveillance. À vous d'y mettre tous les critères qui vous semblent indispensables. Et puis, si on a le temps lors de cette première réunion, on peut commencer à présenter les projets à piloter ou lancer un appel à projet. C'est le choix qu'on a fait chez Pulse. Il y avait déjà une feuille de route très importante avec une cinquantaine d'actions qui avaient été définies. Mais pour commencer le comité, on souhaitait leur donner la possibilité d'apporter leurs idées, leurs pattes, leurs actions. Donc en fait, j'ai lancé un appel à projet, je leur ai dit voilà, pour la prochaine réunion, vous revenez avec des idées de projet que vous avez envie de mener de manière à pouvoir mettre votre patte dans la démarche RSE de l'entreprise. On va également présenter lors de cette première réunion le rôle de l'animateur. L'animateur, il aura 3 rôles. À la fois un rôle d'expert, puisqu'il va être là pour proposer des idées, pour conseiller, identifier les difficultés. Il va aussi aider à relancer les ambassadeurs et à soutenir les projets entre 2 réunions du comité, et aussi à les faire monter en compétences, à les former sur ces sujets. Il a aussi un rôle d'organisateur, puisqu'il va planifier, organiser les réunions, définir l'ordre du jour, rendre compte à la direction. Et enfin, c'est un véritable facilitateur qui est là pour animer, être maître du temps, faire attention à la répartition du temps de parole entre les différents membres du comité, veiller au respect des règles et répartir les projets de manière équitable. Ce qui est intéressant quand on crée un comité, c'est de mettre en place un système de mandat. Chez Pulse, la première année, on ne l'avait pas fait. Et au bout d'un an, on a senti le besoin, moi j'ai senti le besoin de mettre en place un système de mandat pour pouvoir cadrer l'engagement sur une période définie. Alors, ce mandat, il va fonctionner comme un mandat d'élu. On va donc définir un temps de mandat, 6 mois, 12 mois. Chez Pulse, on a choisi de septembre à juin, donc on est sur quelque part une sorte d'année scolaire. Et à vous de voir si vous souhaitez un mandat qui soit renouvelable ou non renouvelable. En fonction du nombre de personnes qui pourraient être intéressées par le sujet, ça peut être intéressant de mettre un mandat renouvelable. S'il y a des nouvelles candidatures, eh bien, on peut les intégrer. Sinon, les membres du comité actuel peuvent renouveler leur mandat tant qu'ils le souhaitent. L'utilité de ce mandat, c'est de maintenir un bon niveau d'engagement. On va être davantage engagé si on sait qu'on est présent dans le comité pour un temps limité. On va aller plus vite dans les projets parce qu'on va vouloir les terminer. Et puis, ça permet aussi d'offrir le choix à un membre du comité de se retirer au bout d'une période d'1 an s'il souhaite passer sur d'autres projets ou s'il estime avoir rempli sa mission. Enfin, ça permet, et c'est vraiment important, à d'autres salariés d'intégrer le comité et de venir apporter du sang neuf et des nouvelles idées. Le rythme des réunions, là, il va falloir trouver le bon compromis, puisqu'il va falloir trouver un rythme qui permet d'avoir suffisamment de temps entre 2 réunions pour avancer sur les projets, mais sans prendre trop de place dans le quotidien du collaborateur. La durée que je commande, elle va être variable selon l'ambition et la disponibilité que l'entreprise souhaite offrir aux membres du comité. Mais on va dire que sur un comité qui veut vraiment lancer des actions rapidement et de manière ambitieuse, 1 fois par mois peut être un bon rythme. Tous les 2 mois peut être également un rythme intéressant puisque ça laisse davantage de temps pour travailler sur les projets. Chez Pulse, on a commencé avec un rythme toutes les 6 semaines parce qu'on était vraiment en phase de lancement. Et aujourd'hui, on est passé sur un rythme un petit peu plus tranquille, tous les 2 mois, pour permettre aux membres d'avoir le temps de travailler leur projet entre 2 réunions. Le choix des projets à porter. Eh bien, on peut s'inspirer de la feuille de route qui existe déjà, si elle existe. On peut demander des projets libres
on peut aussi faire les deux. Les bonnes pratiques que j'ai pu observer chez Pulse, en fait, ça a été de commencer par des projets libres et rapides à mettre en place. Sur la première année, ce sont les ambassadeurs, ambassadrices qui ont mis en place des initiatives, des projets qui leur tenaient à cœur. C'était en fait des quick wins, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des résultats rapides et puis montrer également au reste de l'équipe que le comité avançait avec des projets qui étaient palpables, qui étaient présents et qui étaient dédiés à de l'interne. Et pour cette nouvelle année, on est parti sur des actions un peu plus structurantes, des actions RSE métiers et des projets qui font partie de la feuille de route, qui sont des projets à moyen et long terme sur des choses un peu plus structurantes. Je vais vous les montrer ensuite. Donc, ça peut être effectivement une pratique qui permet également à l'équipe de monter en compétence et de commencer et se donner, on va dire, se faire la main sur des projets un peu faciles et un peu plus fun aussi. Quelques exemples d'actions sur cette première année. L'équipe a souhaité, par exemple, faire du mécénat de compétences auprès de SOS Village d'enfants. SOS Village d'enfants, c'est une structure qui accueille des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont séparés de leurs parents et qui les met dans des maisons avec des assistants d'éducation. L'équipe Pulse a déjà passé 2 demi-journées avec ses enfants pour leur apporter un moment d'évasion, de détente. Sur la demi-journée qui s'est passée cet été, à laquelle j'ai participé, il y avait par exemple une démonstration de ruches avec des jeux autour des pots de miel, du miel. Les enfants ont pu revêtir le costume d'apiculteur. Il y avait également la construction d'un hôtel à insectes. Il y avait des activités maquillage, de goûter. Et c'était un moment très, très, très joyeux et très agréable pour les enfants et pour leurs accompagnateurs qui ont pu aussi souffler pendant qu'on s'occupait des enfants. Donc voilà, mécénat de compétences sur lequel une dizaine de collaborateurs ont décidé de s'investir et qui a vraiment fait plaisir à tout le monde. Autre action, comme il y a un grand jardin chez Pulse, eh bien, les ambassadeurs, les ambassadrices ont souhaité créer un potager d'entreprise. Donc, il y a un potager qui a été créé et cet été, il y a eu des courgettes, des haricots verts, des fraises, tout un tas de légumes et de fruits qui ont été cultivés pour le bonheur de tout le monde et offerts à l'ensemble des salariés. Autre action, alors qui peut faire un peu cliché, les pots de miel, mais en fait, là, il s'agit de soutenir une apicultrice locale qui est à 20 km du bureau et de soutenir cette apicultrice, de l'aider justement à s'occuper de ses ruches. Et ça a beaucoup de sens puisque le jardin de Pulse étant grand, une prairie fleurie a été plantée avec des plantes mellifères et donc le miel était un peu la continuité de ce travail autour des abeilles et de la biodiversité. Alors, dans les autres exemples d'actions, il y a également eu la mise en place de livraison de fruits et de légumes, de papier recyclé, d'un point d'information RSE, d'actions autour du handicap. Voilà les actions de la première année qui ont souhaité être portées par les ambassadeurs. Sur la deuxième année, on va partir là sur des actions plus structurantes. Il va s'agir de soutenir davantage le développement de l'entreprise et le métier, le cœur de métier. Donc, il y a un travail qui va être fait autour de fiches argumentaires pour bien expliquer le matériel proposé par Pulse et ce qu'il apporte à l'économie circulaire. Il y a également la responsable communication qui va dédier une rubrique du site internet à la démarche RSE. Il va y avoir aussi en interne une action pour promouvoir la seconde main avec un système de troc, de vente entre salariés pour s'échanger, s'offrir ou vendre des produits de seconde main. Donc, on reste aussi sur des actions internes, mais toujours en lien avec le métier de l'entreprise qui est la seconde main. Maëva d'ailleurs qui a comme projet, quand le projet Troc & Co sera terminé, de développer un projet en lien avec le numérique responsable. Et puis Manon de son côté, eh bien, elle réalise un questionnaire de satisfaction client et elle va travailler sur la valorisation de l'engagement environnemental des points de vente de la grande distribution. Mathilde de son côté, elle travaille sur l'identification de concours locaux et nationaux pour que Pulse puisse être récompensé avec un jury externe et un regard externe et neutre sur sa démarche RSE.
Et puis Sandy travaille sur la mise en place du composteur et Valérie, elle travaille sur un dossier au long cours qui est la préparation du reporting extra-financier. Donc sur cette deuxième année, encore des projets internes, courts, rapides à mettre en place, mais d'autres qui commencent à être beaucoup plus structurants et qui font vraiment partie de la feuille de route qui avait été définie en 2023. Finalement, un plan d'action qui s'est construit autour de 22 recommandations avec 55 actions de base et une quinzaine d'actions portées et amenées par le comité. Ce plan d'action, il a permis à l'entreprise cette année d'être récompensée par une médaille d'or EcoVadis par rapport à la qualité de son système de gestion RSE. Alors revenons sur notre fonctionnement du comité, sur les règles de validation. Justement, à propos de ces projets, quel process de validation on va mettre en place? Est-ce qu'on va mettre en place une validation entre ambassadeurs? Est-ce que ce sera à l'unanimité, à la majorité? Nous, on a choisi l'unanimité au niveau de la validation. Et de temps en temps, il faudra peut-être aussi une validation de la direction, de temps en temps, ou peut-être de manière permanente. Nous, c'est selon le type de projet et selon le budget à mobiliser. Voilà ce qui a été choisi chez Pulse. Dernière chose importante, rendre compte, informer, communiquer. C'est important de rédiger un compte-rendu détaillé, de l'adresser aux membres du comité pour que les absents prennent connaissance de ce qui s'est passé et pour que tout le monde puisse remettre le nez dedans avant la prochaine réunion pour se rappeler de ce qui avait été convenu. Et puis, c'est important que la direction puisse suivre également ce qui est en train de se passer. Également, il faut communiquer régulièrement à l'ensemble des salariés de l'entreprise, 1 à 2 fois par an, ça permet de démontrer l'intérêt du comité, de montrer ce qui s'y passe, les projets portés, et puis, comme je le disais tout à l'heure, de susciter de nouvelles candidatures. Enfin, concernant les outils, qu'est-ce qu'on va mettre dans la boîte à outils? Ça peut être des outils très simples. Le support de réunion, c'est le compte-rendu. On a un dossier partagé entre membres où chaque membre du comité y met ses dossiers de travail, ses projets. Il y a un système de messagerie interne avec un groupe dédié au comité RSE qui permet, entre 2 réunions, d'échanger, de discuter, de s'envoyer, pourquoi pas, des articles, des informations, de monter en compétences. Et puis, on a une feuille de route qui est complétée avec les actions du comité. On a aussi un tableur dédié. Donc, ce sont des outils très simples qui permettent de travailler en collaboration de manière efficace. Allez, on passe sur la dernière partie, faire vivre le comité dans la durée. Les clés de succès, celles que j'ai identifiées en tout cas, c'est des démarches de co-construction. Si on fait participer les membres du comité, ça va avoir beaucoup plus de facilité de mise en place parce qu'ils vont vraiment s'approprier ce comité. Il est important aussi de garder un bon niveau d'énergie et de rester à l'écoute et de repérer les signaux faibles si on sent qu'il y a un petit relâchement dans le comité. Essayer d'interroger, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Il faut vraiment être dans cet état d'esprit d'amélioration continue. Ça peut être également très intéressant de faire des points intermédiaires individuels pour relancer si certains projets stagnent, parce qu'on va avoir des profils d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui seront différents. Certains, ils vont avancer tout seuls, et d'autres vont être peut-être un peu plus dans la procrastination et vont avoir besoin qu'on les accompagne et qu'on puisse leur demander de temps en temps de faire des points intermédiaires. Le format de réunion court, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose. Nous, on fait des réunions d'1h30. Ça permet de ne pas sursolliciter les ambassadeurs. À côté de ça, par contre, ils vont travailler en petits groupes sur les projets et vont se refaire des réunions intermédiaires, mais en petits groupes. Et puis, des projets qui avancent rapidement, ça motive le groupe et ça permet de démontrer l'efficacité. Donc, c'est important de varier la durée des projets et l'ambition des projets. Autre clé de succès, avoir dans le comité des personnes de la fonction RH ou des fonctions communication. Ce sont des fonctions un peu clés qui vont vraiment permettre aussi d'avancer sur tout un tas de sujets. La RSE étant souvent partie prenante de tous ces sujets RH et communication. Une autre bonne pratique, c'est d'organiser une journée des ambassadeurs, et ça, je vous le présenterai ensuite. Également, pourquoi pas inviter la direction sur certaines réunions pour pouvoir présenter à la direction les projets et pour pouvoir leur montrer comment ça se passe.
mixer les types de projets, je vous le disais tout à l'heure, faire aussi des focus formation pour accompagner la montée en compétences sur certains sujets, parce que l'idée de ce comité, c'est aussi d'accompagner une montée en compétences des collaborateurs. Et puis voilà, comme je le disais, rester dans cet esprit d'amélioration. On est en test and learn, on est là pour apprendre et pour faire évoluer les comités en fonction de la réalité de l'entreprise, la réalité des membres qui y sont. Donc, il n'y aura jamais une méthode toute simple à adapter, enfin à calquer sur tous les comités, mais plutôt un comité qui va évoluer en fonction du contexte. Justement, on a décidé de le faire évoluer cette année. Après 18 mois d'existence, on a décidé de mettre en place ce système de mandat, de proposer aux ambassadeurs de piloter un seul projet à la fois pour qu'ils aillent plus rapidement au bout, d'espacer les réunions tous les 2 mois et de limiter le nombre de membres à 10 de manière à rester sur un groupe assez limité qui permet d'avoir des réunions un peu moins longues et où chacun peut s'exprimer davantage. Alors, cette journée des ambassadeurs, c'était donc l'idée de fédérer, célébrer les réussites et remercier les ambassadeurs de leur engagement. Donc pour cela, eh bien, je leur ai proposé d'aller au grand rendez-vous des engagés à Nantes. C'est un festival en fait RSE qui permet d'en apprendre énormément sur la RSE, de participer à des conférences, à des colloques, à des tables rondes, à des discussions sur des sujets divers et variés comme la santé mentale au travail, les biais cognitifs, les usages responsables de l'IA ou les services écosystémiques rendus par la nature. Ça a été vraiment une journée hyper agréable qu'on a passée ensemble, qui a permis à chaque membre d'aller piocher des informations dans les colloques et dans les conférences qui l'intéressaient. Ça s'est terminé par un dîner partagé et c'était une manière de les remercier pour leur engagement. Pour cette année, eh bien, sur la to-do list des choses à préparer pour la prochaine réunion, c'est que chaque membre puisse ramener des idées pour la nouvelle journée des ambassadeurs en 2026. Les points de vigilance. Alors, un des enjeux de ce comité, ça va être de faire aboutir les projets et de garder les membres mobilisés. Donc, dans les bonnes pratiques, c'est bien de fixer une date de fin de projet prévisionnelle, de nommer un seul pilote de projet pour ne pas diluer la responsabilité sur un groupe, de gérer un projet à la fois, de savoir stimuler si le projet patine, et puis, comme je le disais, de s'adapter aux différents profils. Par exemple, on a des personnes qui vont vraiment être force de proposition et d'autres qui auront besoin qu'on leur apporte un projet, une idée sur un plateau parce que elles sont à court d'idées, elles ont besoin qu'on puisse vraiment être force de proposition pour elles. Dans les autres difficultés qu'on a pu rencontrer, on a vu qu'il était important de bien cadrer le périmètre entre les différents domaines transverses à la RSE. Par exemple, quand il s'agissait de bien-être au travail, de handicap, eh bien, ce sont des sujets qui relevaient également de la RH et donc il fallait bien définir le périmètre pour savoir qui pouvait gérer tel ou tel sujet. On a eu également cette année des discussions autour de la RSE et du mécénat. Le comité, à un moment, s'est un peu transformé en comité de validation des projets d'investissement mécénat. Et on a décidé que ces projets-là devaient être gérés par la direction et que le comité, sa place, c'était de mettre en place des projets et de ne pas avoir de rôle au niveau des budgets de mécénat. Donc, c'est important de savoir bien cadrer ce périmètre. Et puis, un petit point aussi sur les projets internes, bien anticiper le SAV des projets. Un potager, par exemple, ça s'arrose, un compost, ça se vide, une commande de fruits et légumes, eh ben, elle se passe toutes les semaines. Et donc, si on met en place des projets, il faut derrière pouvoir accepter de gérer aussi le SAV parce qu'on sait que dans les équipes, dans le reste des collaborateurs, il n'y aura pas toujours les bonnes volontés pour le faire. Donc, il faut aussi penser à l'investissement de temps que représentera la gestion de ces projets une fois qu'ils seront lancés. Témoignage, eh bien, qui peut être mieux placé pour parler de ce comité que les membres eux-mêmes? Alors, je leur ai demandé de me donner quelques témoignages pour exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ce comité. Donc voilà un des témoignages. Le comité RSE est une parenthèse inspirante et ressourçante dans mon quotidien. Vous en avez d'autres ici.
Certains qui disent que ça permet de mettre en place des projets porteurs de sens, qui parlent par contre de la difficulté, de l'enjeu de la reconnaissance de ce type d'investissement, puisque je leur avais demandé à la fois les côtés positifs et puis aussi les axes d'amélioration. D'autres qui nous donnent des mots-clés, monter en compétences, intelligence collective, se sentir actrice, quelque chose à améliorer, plus de visibilité sur l'impact des actions. Une autre personne qui dit: le comité m'apporte un espace d'échange ouvert, bienveillant, constructif, une meilleure compréhension des enjeux, une dynamique collective. Elle m'aide à gagner en confiance. Et puis notre alternante RSE qui apprécie également de voir ce qu'on peut vraiment mettre en place en entreprise et puis qui trouve que c'est très formateur pour les salariés parce que ça leur permet de s'impliquer autrement. Et on va pouvoir enchaîner sur le témoignage de Nathalie. Nathalie, qui est donc attachée de direction chez Pulse, responsable RH, et qui a été membre du comité RSE pendant 12 mois. Donc, elle va pouvoir vraiment parler de quelque chose qu'elle connaît bien. Nathalie, je te passe la parole. Oui, bonjour. Très rapidement, je vais effectivement vous expliquer comment ça s'est passé, quels étaient effectivement les freins qu'on a rencontrés et aussi toutes les choses positives qu'on a pu en ressortir. Alors chez Paul, c'était important de pouvoir mettre en place ce comité parce qu'effectivement, la RSE n'est pas pour nous un truc sympa à faire parce que c'est le truc qu'il faut faire en ce moment, pas du tout. C'était vraiment en cohérence avec notre activité et avec la démarche propre de la direction. Donc, le principal, la principale chose au début d'un comité RSE, c'est effectivement l'envie et la volonté de le mettre en place. C'est vraiment ça, les principales choses à avoir en tête. Si vous avez l'envie et la volonté, ça se passera bien. Euh, je trouve que ça permet justement aux salariés d'être embarqués dans cette démarche RSE, de voir quelque chose de beaucoup plus concret lié avec l'activité pour vraiment comprendre pourquoi on a à cœur de développer cet aspect-là, que c'est important aujourd'hui, que ça ne peut pas être une exception. Donc ça, effectivement, ça valorise l'activité de l'entreprise, mais ça permet aussi aux salariés d'acquérir des connaissances et de monter en compétences. Ça, pour, je pense aussi, les impliquer dès le début et fortement, comme l'a dit Julia, des projets qui touchent plus à l'interne pour commencer, ça sera beaucoup plus parlant pour eux. Effectivement, quand ça touche à soi et qu'il y a un intérêt tout de suite pour soi et qu'on voit les résultats tout de suite, ça permet effectivement de bien comprendre vers où on va, ce qu'on attend et je trouve que ça, c'est source de motivation. Donc, après viendra effectivement cette prise de hauteur et cette dimension plus large sur des sujets vraiment plus techniques ou vraiment plus économiques, on va le dire comme ça. Ce qui est important aussi, c'est comme l'a dit Julia, il faut quelqu'un qui sache cadrer. L'animateur doit être quelqu'un qui effectivement saura orienter les projets, saura conseiller et surtout cloisonner. Parce que comme l'a dit Julia, il y a énormément de sujets transverses et il peut y avoir par moments des petites zones de frottement. Ce qui est important aussi quand vous êtes membre du comité, comme j'ai pu l'être, c'est d'arriver à mettre la casquette RH de côté. Je ne suis pas DRH quand je suis en comité, je suis membre du comité. Je fais partie de l'équipe pour développer cette activité. Donc, quand il va y avoir des sujets, notamment liés à la qualité de vie au travail, au handicap, il faut savoir faire le pas de côté et se dire, attention, c'est pas moi qui suis entre guillemets remise en question parce que tel et tel sujet ne sont pas encore mis en place. C'est bien, on est dans cette démarche et oui, forcément, ça touche ces sujets-là, donc on propose des sujets qui sont en lien avec avec cette casquette. Donc voilà, une petite vigilance parce que pour l'avoir vécu, il faut savoir faire le pas de côté. Euh, je trouve ce qui est toujours très très intéressant, c'est qu'effectivement, on redécouvre aussi nos salariés dans ce type de comité, parce qu'effectivement, on va voir des gens qui peuvent être par moments peut-être un peu effacés ou un peu plus timides, être entre guillemets
embarqués par leur projet et parce que c'est quelque chose qui chez eux est inspirant, c'est une façon de vivre, enfin voilà. Donc ça, je trouve que c'est très joli et c'est révélateur aussi de très beaux potentiels et on voit aussi nos salariés d'une autre manière. Euh, je reviens aussi sur ma petite pointe de vigilance avec ma casquette RH. Effectivement, il peut y avoir aussi le fait qu'il y ait certaines typologies de direction dans le comité peut aussi freiner certains sujets parce que les collaborateurs vont peut-être pas oser aborder tel ou tel sujet. Donc, il faut vraiment que cet espace justement soit libre dans la parole, soit vraiment bienveillant et nous sommes membres aujourd'hui du comité. Je n'ai pas ma casquette directeur, j'ai pas ma casquette responsable, j'ai pas ma casquette, voilà. On est tous membres du comité et on est tous dans le même bateau. Ben, je crois que c'est à peu près tout. Si une autre petite chose, comme l'a dit Julia, quand on fait partie du comité et quand on porte des projets, ben, on aimerait que tout le monde soit animé de la même envie. Et forcément, il peut y avoir des gens qui sont un petit peu moins convaincus ou qu'il faut encore justement travailler. Euh, et ça, il faut vraiment se dire que quand on investit le comité RSE, les projets, ben, on le fait pour soi, parce qu'on a envie, parce qu'on a envie de les porter, mais pas toujours parce que les autres vont suivre. Et ça, c'est aussi important. C'est pas parce que les autres n'ont pas autant de motivation dans la démarche que c'est pas pour autant qu'ils soutiennent pas ces valeurs et qu'ils sont pas intéressés et convaincus. Mais chacun, effectivement, a un investissement, un degré d'investissement qui n'est pas toujours le même. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Nathalie. Eh bien, on peut passer à la partie questions si vous souhaitez effectivement compléter. Je sais qu'il y avait déjà pas mal de questions normalement auxquelles j'ai pu répondre pendant la présentation, mais nous sommes à votre écoute pour la suite. Et pour ceux qui devront nous quitter, je reste bien sûr joignable si vous souhaitez poursuivre les échanges. Ce sera avec grand plaisir. Vous recevrez la présentation et mes coordonnées. Mais comme il nous reste quand même 10 minutes, eh bien, je vais couper le support, dans ce cas-là, la présentation du support. Et puis, euh, bah, on est là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Alors, Julia, il y avait déjà des petites questions dans le chat. Oui. Alors, la première, c'est une question de Frédéric qui portait du coup sur la slide sur les modalités de création du comité. Oui. Et la question est, mais je pense que Frédéric, si ça vous dérange pas de prendre la parole pour préciser, comment détermine-t-on, pardon, parmi ces critères-là justement, et c'était un peu les profils choisis, comment est-ce qu'on Et pas, ouais, pardon Claire, c'était pas tant Oui, sur enfin, oui, c'est à la fois sur la composition, et puis après aussi sur les sujets, mais effectivement sur la composition, sur le nombre, sur mm, oui, et puis ouais, enfin, voilà, toutes ces questions-là, c'est à un moment donné quand on est dans une démarche un peu de se projeter, de préparer le comité, voilà, comment on fait pour avoir des critères? Est-ce que c'est avec la direction? Est-ce que voilà. Oui, le mieux, alors mon avis, c'est qu'il faut pouvoir en discuter avec la direction. Toujours pareil, ces critères, est-ce qu'il va y avoir une importance d'avoir, par exemple, un certain nombre de personnes par site? Et dans ce cas-là, ça va forcément peut-être nous amener à une certaine taille de groupe, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une personne par métier? Et sinon, si on veut être sur un groupe qui soit facile à animer en termes de facilitation, un groupe entre 8 et 12 personnes, et je dirais même entre 6 et 10 personnes, ça va être quand même la taille idéale. Là, actuellement, le comité, il y a 8 personnes et ça se passe super bien parce que je trouve qu'il y a plus d'espace de parole et de discussion, ça va plus vite. Et après, critères, alors, j'ai vu, il y avait beaucoup de noms féminins, je crois. Est-ce que parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est beaucoup porté par l'agent féminine, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Mais moi, c'est peut-être un détail, mais.
Chez Pulse, comme je le disais, 70% de collaboratrices, donc Ouais, c'est ça joue. effectivement lié à ça, mais d'une manière générale, pour moi qui anime des ateliers et qui intervient dans pas mal d'entreprises, on va avoir une majorité de femmes sur les sujets RSE et sur l'intérêt porté au sujet RSE, oui. Quand j'anime par exemple des ateliers qui sont basés sur le volontariat, j'ai en général 70 à 80% de femmes. Donc, il faut s'attendre à avoir davantage de femmes que d'hommes, mais après, on peut tomber sur des cas particuliers. À vous de voir si vous voulez mettre de la mixité ou pas. Enfin, de la parité, on va dire plutôt. Et du coup, alors, je vais pas, là, comme Frédéric avait une deuxième question, je vais prendre la deuxième question de Frédéric et puis je remonterai après. Du coup, comment cela se passe-t-il au niveau budget? Aidez-vous les directions à budgéter le comité RSE et comment répondre à des enjeux ROI? Eh bien, au niveau donc du budget, ça va vraiment dépendre effectivement du budget que souhaite déjà allouer la direction générale. Après, si on est sur des directions métiers, eh bien, on va essayer effectivement de les aider. C'est là où l'animateur a besoin d'être expert pour savoir que par exemple un projet de sensibilisation, on sait quel coup ça va mener, ça va comment dire mobiliser. Un projet de bilan carbone, on sait le coût que ça va mobiliser, etc., etc. Donc il faut pouvoir effectivement accompagner et pouvoir les aider sur cette estimation des budgets. Après, si on part sur des projets au début internes, en général, ce ne sont pas des projets avec des coûts importants. Et c'est ça qui est plutôt agréable, c'est qu'on peut pouvoir lancer rapidement des projets sympas en interne avec des tout petits budgets qui sont facilement validés. Mais oui, il faut pouvoir aider la direction et les directions métiers à budgéter. Merci beaucoup, D'autres Julia. questions? Oui, tout à fait. Alors, une question de Caroline. Comment différenciez-vous l'équipe RSE d'un comité RSE et recommandez-vous la présence d'un membre de l'équipe RSE au comité? Bien sûr. Alors, l'équipe RSE, c'est une équipe de permanents qui est dédiée à la mise en place de la démarche RSE dans l'entreprise. Le comité RSE, ce sont des personnes de l'entreprise qui ont un tout autre métier. Ils peuvent être comptables, agents d'accueil, ils peuvent être commerciales et qui vont souhaiter s'impliquer dans des projets RSE sur leur temps de travail, mais en plus de leur mission classique. Donc, est-ce qu'il faut la présence d'un membre de l'équipe RSE au comité? Oui, c'est carrément indispensable. C'est-à-dire que bien souvent, c'est le responsable ou la responsable RSE qui va piloter ce comité, mais il est de toute façon nécessaire qu'effectivement, il y ait une personne du comité qui soit présente parce que là, il va falloir pouvoir diriger, encadrer, coordonner, centraliser les projets RSE. Donc, c'est nécessaire. Pour moi, c'est indispensable. Merci beaucoup. Une autre question d'Ilona. Identifiez-vous des différences dans la manière de mettre en place un comité RSE au sein d'une entreprise de petite ou de grande taille? Oui, forcément, il va y avoir des différences. Alors, petite taille, on va être sur un système hyper agile. Tout se fait rapidement, c'est facile. Les décisions, elles sont prises en un claquement de doigts par la direction. Il y a vraiment cette agilité qui permet d'avancer très vite. Quand on est dans une grande machine, et je prends l'exemple de Covea, ça va mettre, c'est des projets qui vont se mettre en place sur un an. Préparation, identification des personnes. On va être forcément, plus il y a de niveau hiérarchique, plus c'est grand, plus ça va être long. Il ne faut pas minimiser le temps que ça va prendre d'organisation. Parce qu'entre l'appel à candidature que vous allez faire avec des gens qui vont commencer à dire oui, moi je suis intéressé, et 3 mois après, finalement, ils sont plus intéressés, ils ont changé de poste, ils ont quitté l'entreprise, finalement, ça leur plaît plus. Il y a un temps, plus le groupe va être grand, plus l'entreprise va être grande, et plus ce sera chronophage. Plus c'est petit, plus c'est facile. Merci De mon beaucoup. expérience, en tout cas. Alors, une petite question de Jade. Comment s'assurer que le comité RSE met en place des projets ambitieux et alignés avec la science au bout d'un certain temps et ne se cantonne pas à des quick wins? Alignés avec la science.
Eh bien, Préciser ma question. oui. Merci. Oui, j'avais pas compris que le comité RSE était vraiment distinct de l'équipe RSE. Du coup, je reformulerai peut-être plus dans le sens comment est-ce que le comité RSE peut s'assurer de travailler en lien avec les plans d'action de l'équipe RSE? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre là-dessus? Parce que j'imagine que c'est plutôt l'équipe, enfin, c'est l'équipe RSE qui décide plutôt les stratégies ambitieuses et alignées avec la science dont je parlais. Alors, tout dépend de la gouvernance dans l'entreprise, mais en premier lieu, c'est la direction qui va normalement porter cette stratégie et porter les axes RSE. Ensuite, l'équipe RSE, elle va donc déployer cette stratégie et c'est là où il est important qu'elle soit présente au sein du comité parce que, et ça va aussi se travailler de concert avec la direction, ça va être de dire sur quoi on fait travailler les membres du comité. Est-ce qu'on les fait travailler effectivement sur des actions internes, des initiatives qu'ils vont imaginer, qu'ils vont mettre en place, mais qui n'auront pas forcément un impact très important en termes de stratégie, ou est-ce qu'on les fait travailler sur des sujets plus structurants, plus techniques mais il est toujours de toute façon essentiel pour moi que ce comité il soit en lien avec la direction RSE qui elle-même est en lien avec la direction générale et que tout soit aligné au niveau des objectifs. Ce comité, il est là pour accélérer, déployer la démarche. Alors bien sûr, au début, on peut mettre en place des choses en interne pour agrémenter la vie des salariés en interne, mais à un moment, ils vont pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et participer à des choses beaucoup plus structurantes. Bah, c'est ce qui se passe chez Pulse, en fait. Comme je vous l'ai dit, au début, effectivement, on essaye de trouver des sujets qui soient plus impactants à titre personnel dans leur quotidien dans l'entreprise et puis leur permettre aussi effectivement, via le mécénat de compétences, c'est aussi une manière de les mobiliser. Ça touche, ça parle. Mais l'objectif, effectivement, premier, c'est effectivement d'avancer sur des sujets plus structurants et sur lesquels, voilà, ils auront compris en fait une vision, un peu la vision 360 de la RSE et effectivement l'ensemble de ces petits projets en interne vont venir enrichir leurs compétences et leurs connaissances et pour pouvoir ensuite les appliquer à des projets plus structurants. C'est ce qui se passe chez nous. Effectivement, tout à l'heure, quelqu'un me posait la question sur les ROI. Ça va être intéressant, effectivement, de mettre en place des indicateurs de performance, nombre de projets portés, durée des projets. Après, c'est toujours difficile de qualifier et de mettre un indicateur chiffré sur certains projets qui touchent à la qualité de vie au bureau, par exemple. Donc, ça va passer par effectivement peut-être des questionnaires de satisfaction, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est toujours important de pouvoir mettre des indicateurs de manière à pouvoir aussi montrer l'évolution du comité, ce que le comité apporte. Et je reviens sur l'importance de faire des points réguliers pour rendre compte de ce que fait le comité. C'est important aussi, ne serait-ce que pour les managers des membres du comité, qui voient que les membres travaillent sur des projets qui font avancer l'entreprise. Ok, merci. Donc je comprends que c'est un bon relais de l'exécution opérationnelle des plans d'équipe RSE et en même temps c'est des ambassadeurs de la politique RSE pour la rendre visible dans l'entreprise et Oui, évidemment les projets Quick Win permettent de motiver aussi les gens et de faire en sorte qu'ils s'approprient cette politique RSE. Ok, merci beaucoup. il faut un mix, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir, notamment quand on est multisite ou quand on est dans un groupe important, l'importance d'avoir des personnes qui soient relais de la politique RSE, qui vont pouvoir expliquer, qui vont pouvoir conseiller, remonter des informations, des demandes. Donc là, plus ça va être grand, plus ces ambassadeurs vont avoir un rôle de référent dans leur direction. Parce que le risque, quand on est surtout dans une structure importante, c'est qu'il y ait des initiatives à droite, à gauche, et qu'on n'ait plus de vision centrale. Alors, c'est pas gênant qu'il y ait des initiatives de lancer partout, au contraire, c'est positif. Mais c'est bien de pouvoir avoir à un moment une vision centrale de ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, ils vont avoir ce rôle de relais qui est important. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Claire? Alors, il en reste plusieurs, mais du coup, comme on est arrivé au bout de notre heure ensemble, on va en prendre une dernière. Voilà. Oui.
Comment s'articule ou s'organise, ou c'est une question d'Alain, hein, comment s'articule et s'organise la relation entre le comité RSE et le CODIR? Alors aujourd'hui, chez Pulse, ce sont deux instances différentes. Il y a un relais qui est fait au niveau du CODIR par l'intermédiaire de Nathalie, en fait, ou par mon intermédiaire si nécessaire. Et donc, on est aujourd'hui sur deux instances qui vivent, on va dire, en parallèle et où il y a un rendre compte de fait au niveau du CODIR. Ça ne va pas plus loin. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose de... Il n'y a pas plus d'interaction que ça, mais encore une fois, on est dans une petite entreprise où tout le monde se connaît et la communication, elle se fait très facilement. Donc, il n'y a pas ce besoin d'informer spécifiquement les membres du CODIR, puisqu'ils sont informés lors des points d'équipe dans lesquels on partage les informations du comité. Oui, puis enfin, je réinsiste aussi, c'est aussi le comité RSE, il est porté par notre direction. C'est vraiment Oui. la direction qui a insufflé cette démarche et donc qui est à 1000% derrière la démarche et derrière le comité. Donc il y a une confiance totale. Donc il n'y a effectivement pas un besoin de reporting plus. Mais si nous étions dans une structure différente, plus grande, avec un CODIR plus cloisonné à toutes ces initiatives, il me semblerait pertinent que le pilote du comité, l'animateur, l'animatrice, puisse régulièrement rendre compte de ce qui se passe au sein du CODIR et puisse aussi être le relais de certains souhaits ou réflexions du CODIR auprès des membres du comité. Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour. Un petit complément de question, là je suis désolé, mais un petit complément de question par rapport à celle-ci, sur l'impact, enfin plutôt la mesure de l'impact financier ou la contribution plutôt de la démarche RSE au chiffre d'affaires, pas forcément au chiffre d'affaires, enfin bref, au business au sens large de l'entreprise. Est-ce que c'est fait chez Pulse? Qu'est-ce qui peut être fait en la matière? C'est un moyen Ça n'a de pas été fait. justifier la contribution de la RSE à l'activité d'entreprise, enfin économique. Ça n'a pas été fait chez Pulse. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été travaillé, réfléchi. Je n'ai pas connaissance, pour avoir échangé quand même avec pas mal de responsables RSE qui géraient des comités, je n'ai pas connaissance de pratiques en la matière. C'est certainement, à mon avis, possible. Il faut pouvoir réfléchir. Jamais très évident hein, de chiffrer la contribution d'une action en termes de business. C'est quelque chose qui n'a pas encore été creusé du côté de Pulse, en tout cas. Mais je suis preneur d'initiative parce que preneuse d'initiative, mais pas évident à chiffrer. Merci Alain. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Julia et Nathalie.